Donc, aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Cyril, parce qu'on avait décidé de se revoir justement pour continuer cette interview croisée dans laquelle on a commencé par définir ce qu'était un mythe et un petit peu aussi qu'est-ce qu'on a comme lien entre l'univers des comics et l'univers des mythes. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu plus les questions de la réappropriation des mythes. Donc, je vais commencer justement par te lancer un peu là-dessus. On avait vaguement parlé justement des Romains qui s'étaient réappropriés la mythologie grecque. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de réappropriation dans ce contexte-là ? Qu'est-ce que c'est que se réapproprier un mythe, quoi ? Vaste débat, effectivement. Heureusement, merci encore pour l'invitation, pour reparler, pousser un peu plus le débat là-dessus. Alors en fait, oui, dans la mythologie grecque, elle a été réappropriée depuis l'Antiquité même. Hein, dans la précédente vidéo, on avait vu que même chez les Grecs, chez les auteurs antiques, en fonction des villes, il y avait des mythes différents sur les personnages en fonction entre Athènes, Sparte, Corinthe, etc. Et puis même entre les auteurs. Effectivement, c'est un phénomène qui va exister jusqu'à aujourd'hui, les mythes grecs. Parce que surtout sur le fait que la mythologie était une religion auparavant et que maintenant elle fait partie de la culture et puis dans lequel la culture pop puise allègrement. Justement, on parlera de Wonder Woman, un de ces quatre. Et effectivement, en fait, dans chaque moment de la culture occidentale, à chaque époque, finalement, la population, les savants, les artistes vont puiser ce qui les intéresse dans la mythologie. Et donc, du coup, le mythe, par essence, vu que c'est des histoires qu'on se raconte, chaque époque, chaque civilisation va avoir quelque chose à dire sur ces mythes, sur les mythes des autres, à un moment donné de leur histoire. Comme les comics aujourd'hui, parce que du coup, les grands super-héros, ils ont plusieurs versions d'une même histoire, où chaque auteur va vouloir donner sa version du héros. Donc c'est à peu près la même chose. Alors d'ailleurs, pour les super-héros, c'est un petit peu différent. Alors je vais prendre notamment l'exemple de DC. Alors la particularité de DC, c'est que c'est un éditeur qui fonctionne par reboot. C'est-à-dire qu'ils vont tenir leur univers pendant 5-10 ans. Et après, ils vont faire une grosse remise à zéro, remise à plat de l'univers, remise à plat des personnages, et surtout les remettre à l'ordre, au goût du jour, en fait. Leur donner un coup de dépoussiérant pour qu'ils soient dans un univers contemporain. Et d'ailleurs, tu disais les personnages qui passent dans les mains de différents auteurs, mais c'est pas tout le temps aussi simple que ça d'ailleurs pour les comics. Je pense notamment à, on va parler de Wonder Woman Rebirth. Alors en ce moment, le scénariste de Wonder Woman Rebirth, c'est Greg Rucka, mais il a travaillé sur d'autres séries Wonder Woman depuis bien des années avant Wonder Woman Rebirth. Donc, en fait, il n'a pas eu à se réapproprier, il a eu à se réapproprier le personnage quand il a commencé à travailler sur ce personnage-là, mais il n'a pas eu pour Wonder Woman Rebirth, en fait, c'est une demande, au final, de DC, de relancer, et donc de lancer ce que moi je qualifierais de réappropriation du mythe de Wonder Woman. Juste pour parler très vite, alors je reviendrai sur Wonder Woman Rebirth dans une autre vidéo, plus en détail, pour parler vraiment du comics uniquement. Mais en gros, ça commence par justement Diana qui se rend compte que son histoire, sa mythologie change, que ses souvenirs sont en train d'être réécrits et qui sont en train d'être altérés. Et en fait, moi, quand j'ai lu ça, justement, en commençant à préparer le Enter the Strip sur Wonder Woman, je me suis dit, ouais, ça me parle vachement parce que c'est vrai que tu disais la mythologie grecque, la mythologie même en général, pas que grecque. On a aussi une grande vague de réappropriation des mythologies nordiques, des grandes vagues de réappropriation aussi de diverses mythologies asiatiques, égyptiennes. Enfin voilà, puis même des créatures de romans qui deviennent des personnages mythologiques. Je pense à Dracula. Tout à fait. Je pense au Dr Jekyll, Mr Hyde.
Enfin, Mm. comme ça, on pourrait continuer Mm. pendant. Oui, le Minotaure, le Kraken, ces personnages justement qui s'extirpent de leur mythologie propre pour devenir finalement des grands méchants, des grands monstres qu'on retrouve dans la culture mainstream, principalement américaine, effectivement. Signe que finalement, voilà, les mythes, ils ont beau venir de différents endroits, maintenant ils font partie de notre propre culture mondiale que tout le monde connaît dans le monde entier, ce qui provient aussi de son côté un peu universel. Mm. Et d'ailleurs, ces réappropriations, elles se font pas que non plus dans les comics, elles se font pas que au cinéma, elles se font aussi dans les jeux vidéo. Alors, Bien petite sûr. parenthèse jeux vidéo, hein, tout le monde a parfaitement en tête, enfin tout le monde pas forcément, mais je pense que beaucoup de monde a en tête, si je dis Zelda, le fait de l'épée ultime de Zelda pendant très longtemps, ça s'appelait Excalibur, si je me trompe pas. Ah oui, d'accord. C'est maintenant on l'appelle la Master Sword, mais à une époque c'était Excalibur. Excalibur qui est quand même une arme mythologique, mythologie anglo-saxonne, qui est au final il y a très peu de jeux dans lesquels il n'y a pas une épée qui s'appelle Excalibur quelque part. Bien sûr, oui, c'est le symbole même de l'épée, justement. Enfin, ça fait partie de la mythologie. Ouais. Et on a aussi des dieux qui sont réappropriés, des dieux au sens très large, au sens créature divine. C'est, je pense notamment dans Final Fantasy qui se réapproprie beaucoup de créatures et de divinités à travers justement le monde en général. Oui. Vu qu'il y a beaucoup de Final Fantasy dans lesquels on a Hadès qui apparaît. Oui. Dans des formes extrêmement diverses d'ailleurs, pas forcément humanoïdes. On a Shiva qui est quand même un dieu hindou aussi. On a, Oui, sans parler de ceux spécifiques, genre dernièrement God of War, qui a remis au goût du jour la mythologie grecque aussi. Puis d'ailleurs, vu qu'il a fini de tuer tous les dieux, là je spoil God of War, désolé pour ceux qui n'ont pas fini le jeu, mais quand à la fin le Spartiate il tue tous les dieux grecs, et voilà, il a fini avec la mythologie grecque. Et là, la prochaine série de God of War, ça va être sur la mythologie scandinave. Donc j'imagine qu'ils vont aller en suivant les consoles, il va tuer les différentes mythologies pour à la fin être le seul dieu et unique, ce pauvre Kratos. Et d'ailleurs, tu avais fait une vidéo sur ta chaîne là-dessus, sur peut-on tuer un dieu. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que très souvent, les dieux sont plus des incarnations d'un concept. Puis on en a parlé juste avant. Donc, au final, j'ai envie d'essayer d'aller voir aussi un petit peu sur l'essence. Là, on est en train de parler vraiment des dieux, mais la mythologie, c'est plus vaste que ça. Mais sur les dieux, au niveau de l'essence des dieux, est-ce qu'un dieu, c'est toujours un concept ou ça peut être autre chose pour ton approche mythologique ? Après, c'est tout le principe de la personnification d'un dieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé, au début de ma thèse sur est-ce qu'un dieu est considéré comme une personne ou est-ce qu'un dieu est une allégorie de quelque chose. Par exemple, là, on dit Athéna est la déesse de la sagesse, mais est-ce que c'est une déesse propre qui, dans ses attributions, est sage, ou est-ce que c'est vraiment le sentiment, l'idée de la sagesse? Et c'est tout le problème. Moi qui étudie ça dans l'art, voilà, on a par exemple, pour les Lillois, vous avez sur la Grande Place, la Grande Place de Lille, vous avez dans la Grande Place, vous avez une statue au sommet, un pilier, puis vous avez en fait la personnification de la ville de Lille, mais qui est représentée par Athéna. Mais du coup, c'est qui? Est-ce que c'est la déesse Athéna qui est représentée en tant que telle, ou est-ce que c'est la sagesse de la ville qui a su résister, parce que l'île a résisté à différents sièges, notamment autrichiens en 1792 et tout. Donc ça, on ne sait pas vraiment. Les deux coexistent. Chez les Grecs, après on parlait de la différence entre les Grecs et les Romains. Il y a une différence par rapport à ça, c'est-à-dire que pour les Grecs, chez les Grecs, il y avait quand même des personnages, parce que du coup, il y avait plein de contes autour de ces les dieux vont vivre des aventures, mais pas tous les dieux, parce que, par exemple, il y a des dieux qu'on connaît comme Hestia, qui est la déesse du foyer, qui est pourtant la sœur de Zeus, qui fait partie des dieux les principaux, mais c'est une déesse qui n'a pas, pour le coup, de mythe propre. Il n'y a pas des aventures où Hestia va tuer des monstres, où elle n'est pas présente dans Homère et tout ça. Et en fait, Hestia est la déesse du foyer. C'est la déesse des plus importantes parce qu'en fait, dans les cités grecques, il fallait qu'il y ait un feu
qu'il soit toujours allumé dans la cité. Si le feu s'éteignait, bah, c'était un signe de malheur pour la cité et ça signifiait la mort symbolique de la cité. Donc en fait, même dans la mythologie grecque, il y avait des dieux qui étaient un peu allégoriques, qui étaient un petit peu métaphores. Et c'est vrai que l'idée finalement, oui, on peut séparer un dieu de sa fonction. Et c'est comme ça aussi que les Grecs les vénéraient, parce on vénérait des statues de dieux. Mais si on détruisait la statue, bah oui, c'était horrible, mais on pouvait reconstruire une statue. Bah voilà, quand les Perses, ils sont arrivés à Athènes, ils ont détruit le Parthénon, bah on a reconstruit un temple derrière, etc. Donc oui, il y a cette différence-là. Et est-ce que du coup, c'est un peu aussi pareil avec les comics? Enfin, je sais pas, quand un des personnages meurt, bah, il y a toujours, voilà, il y a le masque. Donc du coup, quelqu'un d'autre va prendre le masque, va prendre et va avoir les super pouvoirs quand il va mettre le masque, ou quand il va prendre finalement la fonction, moi, j'imagine. En fait, il récupère pas forcément les super pouvoirs avec le masque, hein. Les super pouvoirs sont souvent différenciés du masque. Après, c'est généralement quand même un personnage qui a des super pouvoirs assez proches. Mais il va reprendre le masque pour reprendre plus le symbole. Au final, un super-héros dans les univers des comics, c'est plus un symbole que... c'est l'incarnation d'un symbole. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on voit très souvent. Hein. C'est un questionnement qu'on voit très souvent. Alors là, je cherche des exemples, fatalement, c'est quand je les cherche que je les trouve plus. Je vais prendre l'exemple de Spider-Gwen. Alors, du coup, j'ai cherché dans les comics pas forcément super connus. Alors, Spider-Gwen, pour resituer très brièvement, c'est un univers parallèle au nôtre où c'est pas Peter Parker qui s'est fait mordre par l'araignée, mais c'est Gwen Stacy. Voilà. Et une des phrases phares de Spider-Gwen, notamment quand elle explique à son père, qui est flic, pourquoi elle porte un masque quand elle va faire son travail de justicier de Spider-Woman. Quand elle va faire ça, en fait, elle explique que mon masque, c'est mon badge. C'est-à-dire, le masque, c'est sa fonction de super-héros, c'est son uniforme de super-héros. Et c'est quelque chose qu'on revoit aussi, j'en avais un peu parlé, mais quand Laura Kinney, à KX23, reprend le masque de Wolverine après sa mort, elle reprend pour honorer son père adoptif, mais aussi pour reprendre le symbole qu'était Wolverine. C'est-à-dire que Wolverine était un symbole bien par-delà Logan, un symbole plus fort que ce que Logan était. Et elle reprend pour justement faire perdurer ce symbole. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les comics. C'est justement quand, alors là, on va dire, putain, je me souviens jamais des noms des différents Robins. Mais il y en a tellement en même temps. Mais oui, il y en a eu tellement, mais même quand Jim Gordon reprend le masque de Batman, ce qui est arrivé aussi, il reprend le symbole de Batman. Et c'est vrai que c'est souvent dit, je pense aussi à le deuxième Batman de Christopher Nolan, où à un moment, on a Double Face, j'ai oublié son nom parce que je suis nul avec les noms. L'avocat, oui, C'est procureur. Oui, le procureur, pardon. Qui dit justement à Batman que Batman doit être un symbole. Oui. C'est que, si j'ai une bonne mémoire, mais il me semble justement qu'il y a un moment justement où il explique à Bruce Wayne que Batman doit être un symbole et que c'est pour ça que Batman ne peut pas être quelqu'un derrière le masque de Batman. Parce que Batman est un symbole. Oui, il faut qu'il reste secret parce que c'est le symbole. Et donc oui, effectivement, on a ça. Et par contre, est-ce que c'est pareil que la réappropriation d'un mythe, la revisite? C'est un personnage qui se réapproprie le symbole, qui devient le symbole. Ce serait plus comme si actuellement, on va refaire un parallèle avec Wonder Woman. Me semble-t-il qu'à un moment, elle prend la place d'Hadès dans le Panthéon. Tu vois? D'Hadès ou d'Arès? D'Arès, pardon, d'Arès. À un moment, elle reprend la place d'Arès dans le Panthéon. Et donc, en fait, elle reprend sa fonction, sa tâche, justement, ce que porte Arès en tant que symbole. Et pas, elle n'est pas Arès au sens où... on a aussi ça avec
avec Jane Foster qui reprend le marteau de Thor, qui devient Thor, mais qui n'est pas Thor Odinson. C'est-à-dire que si elle va voir Odin, Odin va pas lui dire tu es mon fils, meuf. Ouais. C'est non, c'est d'ailleurs pour les Asgardiens, c'est-à-dire pour ceux qui sont les dieux, Ouais. c'est une usurpatrice. Mm. Mais pour les humains, pour ceux de qui du coup elle est le héros, Mm. c'est Thor. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la différence entre réapproprier et revisiter. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Du coup, moi, ça fait écho. Par exemple, on parlait des Romains. Les Romains, ils vont se réapproprier les dieux grecs pour les mettre à leur sauce romaine, mais ils vont aussi se les revisiter. C'est quoi la nuance? Enfin, pour moi, là, c'est réapproprier, c'est-à-dire que voilà, ils vont les Romains, ils avaient déjà, avant les Grecs, ils avaient déjà leur propre divinité, hein, venue principalement des Étrusques. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que un peu aussi comme dans les super-héros, c'est qu'en fait, c'est dans leur moment de crise qu'ils vont. En fait, voilà, les Romains, par rapport aux Grecs, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Hein. On est dans la merde, on a besoin de super-héros, on a besoin de super-dieux. Et ben, si les nôtres, ils marchent pas, on va aller chercher ceux des voisins. Et en fait, c'est ça, quand les Grecs la mythologie grecque, pourquoi elle est rentrée chez les Romains? Parce qu'ils ont vu à un moment que leur dieu marchait plus, que c'était à l'époque de Carthage contre le méchant Hannibal, pas le bouffeur de cervelle, hein, le général avec les éléphants. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils sont allés sortir les dieux grecs, qui leur ont donné des attributs, leur ont donné les noms que de leurs dieux à eux. Par exemple, voilà, Vénus, à la base, c'est la déesse des jardins. Parce que voilà, on pourrait dire que c'est la déesse des bourges, des bourges bobos romains qui avaient leur villa, etc. Et du coup, ils vont lui donner en plus les attributs d'Aphrodite, parce que voilà, un jardin c'est beau, voilà, on va donner la déesse la déesse de l'amour. Et donc là, pour le coup, il y a réappropriation, c'est-à-dire on va se servir de ce qui est, du dieu de nos voisins pour le prendre pour nous, et après peut-être que ce dieu-là il est peut-être plus fort et peut-être que lui il va nous sauver alors que l'autre il était nul en fait. Après donc ça c'est appropriation. Après effectivement on va aussi remodifier par rapport à ça leur histoire. Par exemple, toujours chez les Romains, le Arès grec, on en reparlera aussi avec Wonder Woman, le Arès grec, c'est un gros loser. C'est le dieu de la guerre, mais vu que c'est de la guerre pas réfléchie, c'est le gros bourrin, et il perd. Sauf que les Romains, eux, c'est un peuple de conquérants, et notamment, Arès, donc il va se transformer en Mars, va devenir, lui, plutôt une entité, un dieu positif, un dieu winner, un dieu gagnant, parce que du coup, ça va être le symbole de je sais pas si c'est le symbole de César, mais surtout de César et surtout d'Auguste, et parce que du coup ça va être le dieu des victoires militaires, et donc du coup le Arès qui est moqué chez les Grecs parce que il perd toujours face à Athéna, va devenir un des dieux principaux du panthéon romain, parce que là du coup ça devient la guerre civilisatrice où les Romains vont apporter le latin. D'ailleurs il y a un écho après, les Américains vont se servir de ça après. Donc oui, il y a différentes façons finalement de réutiliser un mythe et des héros en particulier en fonction du contexte et du besoin. Alors, juste un petit truc, quand tu parles, essaye de bien garder le micro Ah, près de ta bouche, parce que des fois, elles sont un peu faibles. Donc, ça, c'est juste la petite parenthèse. Et autrement, moi, en fait, il y a plusieurs trucs. Je vais déjà rebondir sur un truc qui me semble peut-être un petit peu hors sujet, mais on va peut-être retourner dessus. Tu disais justement, les Romains se sont réappropriés les dieux grecs pendant un moment de crise. Et je peux pas empêcher d'avoir cet écho qui est, en ce moment, on vit quand même une période de crise au niveau de l'humanité. Et j'ai l'impression que les super-héros n'ont jamais été autant présents dans la culture. En tout cas, dans notre culture, les super-héros qu'on a en ce moment... je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un lien à faire? Alors, c'est peut-être pas à toi, c'est peut-être plus à aller voir des sociologues pour répondre à cette question. C'est l'instant politique. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire justement entre le fait qu'on ait une crise et le fait qu'on ait une crise humaine dans un sens, et le fait qu'on ait amené à justement plus donner de poids au récit de super-héros, au récit de personnes qui doivent être au final au-dessus des humains que nous sommes.
Oui, mais c'est effectivement une très bonne réflexion. Pourquoi les super-héros sont revenus? Bah, voilà, ça, tu connais mieux que moi, hein. C'est la vague notamment des cinémas depuis c'est quoi, c'est Spider-Man et les premiers X-Men qui ont lancé ça au début des années 2000. Bizarrement, au moment pas loin du 11 septembre, hein. Mais effectivement, après c'est dans l'histoire nous apprend qu'il y a le besoin de Dieu, mais aussi d'hommes providentiels. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on vit surtout, bon, c'est l'instant politique de la vidéo, mais on vit des crises parce qu'au niveau politique, on se rend compte que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême gauche, extrême droite, rien ne marche. Il y a pas... Donc, on voit que chez les hommes... comme on a vu dans Wonder Woman, le film, bah voilà, en fait, les hommes ils sont méchants, quoi. De tous bords ils sont méchants, donc qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, bah, d'où mettre sa confiance dans aller du coup dans le monde irréel, dans le monde du rêve, pour aller pour rêver des surhommes qui ont eux des solutions. Bah oui. Superman, il peut détruire avec un coup de poing, il peut tuer les super méchants et puis détourner une bombe nucléaire. Donc c'est vrai que alors, en vrai, on peut pas le faire. Donc c'est vrai que ça nous fait peur. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte effectivement, peut-être aussi le besoin peut-être de s'évader de ce climat qui est un peu triste, qui fait peur, donc oui. Peut-être aussi autre chose, c'est que dans les comics, là, on parle beaucoup des super-héros, mais tu l'as dit, les comics, il y a aussi les super méchants. C'est-à-dire que au-delà du héros qui doit être qui doit être au-dessus du lot, au-dessus de l'homme normal, de l'humain moyen, on a aussi ces super méchants qui sont des personnifications, des incarnations du mal, dans un sens. Et du coup, avoir un visage, ouais. ça compte aussi. Ça compte avoir aussi un beaucoup. Visage de l'horreur. Et du coup, est-ce qu'il y a dans justement l'histoire de ces réappropriations de mythes, est-ce qu'on a eu des réappropriations justement d'un personnage pour en faire justement une sorte de bouc émissaire d'un mal-être à travers l'histoire, quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça? Parce que là, tu parlais justement de Arès qui a été réapproprié en dieu positif. Ouais. Mais est-ce qu'on a des cas aussi opposés où, au final, un dieu a été créé ou a été réapproprié pour servir de... C'est sa faute si les choses vont mal. Après, c'est le... Comment on appelle ça, le christianisme, hein, quand il s'est fondé, il était en guerre contre ces dieux païens qui étaient justement frivoles et qui pensaient, voilà, c'était les premiers chrétiens. Après c'était de la propagande, hein. Ils disaient, mais comment vous pouvez croire à des dieux qui font que baiser, qui sont irréfléchis, qui sont zoophiles, qui sont machin, alors que nous voilà, Jésus il est au-delà de tout reproche. Donc du coup, c'était plutôt tous les dieux qui étaient mis dans le même panier, en disant, voilà, entre une bande de gigolos qui sont sur une montagne à se bourrer la gueule et à baiser dans tous les coins, il y a Jésus, donc il n'y a pas à lutter, quoi. Donc c'est plutôt tous les dieux, il n'y en a pas un qui est pire que les autres, hein. De toute façon, ils avaient tous leur tard, entre Zeus, entre Arès, entre Hadès, donc même Athéna, qui était une figure de femme forte. Il ne fallait pas de femme forte non plus, il ne fallait pas exagérer. Après, il y a pas... C'est vrai que je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas de dieu qui hyper méchant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a le stéréotype, on pense mythologie grecque, on pense que c'est forcément Hadès le méchant. Parce que depuis le film Disney, mais déjà avant, parce que Hadès, le dieu de la mort, et ça, pour le coup, c'est une vision totalement chrétienne que le dieu des enfers. Voilà, si c'est le dieu de sous la terre, donc c'est le dieu des enfers. Donc forcément, il y a notre logique chrétienne dit, forcément, c'est le mal, c'est le méchant. Et je me souviens que j'avais fait une expo à Québec où il y avait une présentation des 12 dieux de l'Olympe. Et du coup, dans les 12 dieux de l'Olympe, pour représenter Hadès, ils avaient fait une sorte de trou dans le sol où on voyait du feu, de la lave, pour dire, voyez, Hadès, c'est le dieu de l'en bas. Or, en fait, quand les enfers dans la mythologie grecque, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de feu. Non, il n'y a pas de feu. C'est un monde qui est très compartimenté, où effectivement, il y a le coin, comme on voit un peu
dans les Hercule Disney, où il y a toutes les âmes qui sont dans le Styx, hein, si vous avez rien fait de bien ou rien fait de mal, vous êtes pour l'éternité dans le fleuve de l'oubli. Mais si vous aviez été un héros, vous avez le paradis fait partie du monde des enfers chez les Grecs. C'est tout au même endroit, ce qu'on appelait les Champs-Élysées, où sont les héros et où ils vont vivre pour l'éternité en buvant, en mangeant. Vous allez retrouver Achille, enfin voilà, comme au paradis, Achille, Thésée, Hélène et tout ça. Donc après, oui, c'est toujours mais il n'y a pas cette dimension manichéenne que nous ont créé les religions modernes finalement. Oui, bah ça c'est. En fait, ça me fait beaucoup penser. Là, ce que tu dis, en fait, ça fait écho chez moi par rapport à Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, où bon, la toute fin du comics, Ah oui, premier dis-moi. comics, où enfin du premier comics, non, du premier manga, où justement ils descendent sauver Athéna de l'emprise d'Hadès. Mhm. Donc il y a tout ce côté de, au final, Hadès c'est le grand méchant. Ouais. Qui est ouais, le coup de ce que tu dis, ce qui ressort, c'est qu'au final Hadès c'était pas un dieu mauvais. Ah bah non. C'était pas Zeus ou Poséidon qui joue avec Hercule. Non. Ah bah non, mais Hadès, même, réhabilitons Hadès, c'était pas... En fait, c'est même un des dieux les plus réglo de l'Olympe, parce que, comparé par exemple à Zeus, en fait, Hadès, il a eu qu'une femme. Bon, c'est vrai, il l'a enlevé, et c'était sa... je sais jamais le mot, sa nièce, c'était sa nièce. Bon, il l'a enlevé et il a épousé sa nièce de force. Bon, mais à part ça, il vivait tranquillou, enfin sous la terre. On lui connaît pas d'autres aventures extra-conjugales. Il paraissait pour juste. Enfin, même quand il y a des hommes, quand Hercule est descendu en enfer, il l'a pas buté. Et même voilà, il a pas dû. Enfin, il lui a juste dit, bah, tu veux récupérer Cerbère, bah, combat Cerbère, mais après, moi, je te laisse. Même Orphée, là, je sais pas si, la légende d'Orphée qui est assez connue, où ce héros va descendre en enfer récupérer sa femme, bah, Hadès lui dit mais pas de souci, récupère ta femme. Après, voilà, je te donne juste une règle, c'est que tu sais que tu te retournes pas quand tu remontes à l'air libre pour voir si elle est là, mais sinon, à part ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est un dieu qui est finalement, bah, comme la mort, enfin, vu que c'est le symbole de la mort, bah voilà, c'est. Vous mourrez, vous allez en enfer, bah c'est comme ça, c'est le dieu de la fatalité, mais la mort n'est pas ni mauvaise, enfin, il n'y a pas de jugement dans la mort. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, on pense Hadès, on pense tête de mort, on pense enfer, le mal, la torture, mais voilà, ça c'est le Hercule de Disney, c'est aussi le choc des titans, enfin, la plupart des films, mais aussi la plupart des jeux vidéo, la plupart des... C'est notre culture actuelle qui fait d'un Hadès méchant. Bah non, il était cool, Hadès. Ouais, Oui, mais comme aussi dans les comics, je crois dans les derniers comics, il y a aussi beaucoup de réemploi, de réhabilitation de certains méchants. Je me souviens notamment de Smallville, où au début, après Lex Luthor au début est vu comme je crois que c'est un des meilleurs amis de Clark Kent au début de la série. Donc je crois que on comprend, on commence à avoir maintenant des auteurs qui se disent mais en fait le bien contre le mal c'est plus compliqué que ça, et que finalement même s'il y a des super méchants, on doit essayer de les comprendre, et c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est quelque chose qui marche beaucoup pour les super-héros qui ont réellement une némésis, un personnage qui est vraiment leur opposé, leur miroir. Là, je pense notamment aussi au Batman et au Joker, où au final, quand Batman devient méchant, quand Bruce Wayne devient méchant, le Joker devient gentil pour compenser. Oui. C'est une sorte de balance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ça dans les comics, encore que... c'est vrai que moi, comme je dis tout le temps, je suis plus Marvel, et Marvel, on a moins le principe du Némésis. Ou alors, quand on a des Némésis, bon, on a bien sûr Crâne Rouge pour Captain America, mais là, c'est un peu particulier, parce qu'il faut remettre dans le contexte de Captain America à la base.